Oui, donc la meuf vient de vous parler des lectures qui vont l'occuper pendant les mois les plus chauds de l'année et elle porte un pull. Je veux dire, le concept de l'ineptie poussé à son paroxysme, c'est parfait. Non, en vrai, je me suis dit qu'une marinière, ça faisait un peu vacances à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, tout ça quoi. Parce que c'est l'été, on va lire plein de trucs, les doigts de pied en éventail, et que j'ai toute une pile de bouquins qui m'enchantent à vous présenter, donc c'est parti, générique. Hello mes petits apéricubes aux concombres de mer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Oui, je vous l'avais promis, voici donc ma pile à lire pour l'été avec plein de trucs qui varient de la romance aux reliques de la Palle en passant par de la fantasy, du contemporain que j'ai acheté mais je sais plus vraiment de quoi ça parle. En gros c'est un joyeux mélange, un beau bordel, un réjouissant marasme que je vous propose d'explorer ensemble. Et ben comme il y a pas mal de titres, je vous propose qu'on attaque tout de suite. On va ouvrir les hostilités avec un thriller psychologique signé par Michel Sachs qui s'appelle La vie dont nous rêvions. C'est sorti en grand format aux éditions Belfond. Et en gros dans cette histoire on va suivre Mary et Sam qui sont un couple d'Américains qui viennent d'avoir un petit garçon qui s'appelle Connor et qui décident de changer de vie. Donc ils vont embarquer toute cette petite famille en Suède où ils vont investir une très belle maison paumée dans une forêt et mener une vie qui semble être totalement idyllique. Sauf que l'autrice se propose de rapprocher petit à petit l'objectif, de zoomer sur chacun des personnages pour nous proposer des intériorités beaucoup moins reluisantes et des conflits et des choses qui sont ancrées, qui stagnent, des non-dits, des ressentiments, des angoisses qui vont doucement se cristalliser autour de l'arrivée de l'ami d'enfance de Mary qui s'appelle Frank. Et à partir du moment où Frank arrive à la maison, j'ai pas envie de dire que c'est le début de la fin, parce que il y avait quelques œufs pourris dans le panier, mais disons que sa présence ne va pas du tout emmener la narration dans le bon sens. Oui, je l'ai déjà lu, et oui, je vous en ai parlé dans ma vidéo du bilan de milieu d'année que je vous remettrai juste là. Et on passe à la suite. Beaucoup plus réjouissant, et celui-ci aussi je l'ai lu, mais comme il était dans la liste, je vous le présente. Il s'agit de Josh et Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux. C'est écrit par Christina Loren, publié aux éditions Hugo Roman, et on va juste suivre deux personnages qui se rencontrent à l'université. Hazel est fantasque, un peu lunaire, complètement solaire. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui profite de la vie, qui s'assume pleinement, qui est déconneuse. Et à l'inverse, Josh est quelqu'un de plutôt carré. Donc les deux sont pas forcément faits pour s'entendre, d'autant que quand ils se rencontrent, Hazel vomit sur les chaussures de Josh à une soirée, et la deuxième fois qu'ils se croisent, elle est toute nue, les quatre fers en l'air parce qu'elle est en pleine action avec le colocataire de Josh. Donc c'est pas tip top comme base pour une, une relation, mais ils vont se perdre de vue, se recroiser 10 ans plus tard et décider de faire équipe pour rencontrer des gens, aller à des doubles dates. Et je vous en dis pas plus, mais c'est une comédie romantique très fraîche, très divertissante, qui va vous coller le smile avec une ribambelle de personnages tous plus bienveillants et sympathiques et avenants les uns que les autres. Il y a de la bienveillance, il y a du consentement, il y a de l'humour, bref, j'ai adoré. Et dernier titre prévu pour l'été que j'ai également déjà lu, il s'agit de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié aussi aux éditions Hugo Roman. Je sais pas si je vais vous faire l'affront d'un résumé puisque on le voit partout en ce moment. C'est le premier tome d'une trilogie qui se concentre sur le mythe d'Hadès et Perséphone revisité. Perséphone est la déesse du printemps qui vit à Nouvelle-Athènes, qui est une ville, moi, qui m'a un peu fait penser à New York, mais dans laquelle les dieux évoluent de façon tout à fait normale et banale. Et en gros, elle va croiser le chemin d'Hadès, qui est donc le dieu des enfers, qui va la coincer dans un contrat, la forçant à créer de la vie aux enfers. Sauf que Perséphone a un secret, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle utilise ceux de sa mère qui était déjà pas très fan à l'idée qu'elle emménage à Nouvelle-Athènes, mais surtout qui lui avait expressément interdit de s'approcher du dieu des enfers. Donc ça va créer tout un micmac, tout un marasme. C'est de la new romance, donc il y a pas mal de scènes osées, donc ça vous donnera encore plus chaud sur la plage. Si vous aimez
50 nuances de Grey, si vous aimez Un palais d'épineux de rose, en gros ce mélange entre la relation un peu conflictuelle entre une héroïne qui est très innocente mais qui a envie de faire sa place, un mec qui a du charisme et auréolé de mystère, le tout saupoudré par du fantastique, et ben ma foi, peut-être que ça vous plaira. On passe maintenant au bouquin que je n'ai pas lu et on commence avec un running gag, c'est-à-dire un livre que je vous présente dans beaucoup de piles à lire et qui revient d'année en année, mais j'ai envie que cette fois ce soit la bonne. Je vous parle de Obsèques à la carte de Amelia Pacifico, c'est de l'auto-édition, et dans cette histoire on suit Lila qui a été traumatisée par les funérailles de son père qui se sont très mal déroulées. Du coup elle va faire appel à une société qui lui propose d'organiser ses propres funérailles dans une sorte de répétition générale afin de pouvoir anticiper les éventuels problèmes, de se mettre d'accord sur ce qu'elle veut absolument comme prestation, comme ça personne n'aura besoin de s'en préoccuper et on est sûr que sa propre cérémonie funéraire ne traumatisera personne. Et apparemment c'est hilarant, c'est hyper bien mené, donc je trouve qu'une comédie décapante comme ça pour l'été, ça peut faire merveille. Autre histoire loufoque qui va me permettre de voyager et de me mettre un petit peu au frais quand la température sera trop insupportable, j'ai la ferme intention de découvrir Finding Fraser. C'est un livre en anglais que j'ai pareil dans ma pile à lire depuis fort longtemps. Et en gros, on va suivre Emma qui a eu un gros crush sur Jamie dans la série et la série de romans Outlander et qui va décider de partir sur ses traces en Écosse. Et je me suis à peu près arrêtée là à chaque fois au niveau du résumé parce que vous me dites Écosse, Outlander, Jamie, comédie romantique et je signe tout de suite. Je signe aussi avec énormément d'entrain pour Wayward Son, la suite de Carry On écrite par Rainbow Rowell, suite qui n'a à ce jour jamais été traduite malheureusement. Et si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Carry On, en gros, comment vous dire, Rainbow Rowell a écrit un roman qui s'appelle Fangirl qui met en scène une jeune fille, Kat, qui rentre à l'université et qui écrit de la fanfiction sur la saga Simon Snow, qui est bon an mal an notre Harry Potter national. Sauf que son histoire a tellement intrigué les lecteurs quand elle a sorti Fangirl qu'elle s'est décidée à écrire véritablement cette fanfiction. Donc Carry On, le premier tome, est sorti et a été traduit aux éditions Pocket Jeunesse il y a quelques années. Et ça raconte l'histoire de Simon Snow, qui est un orphelin, qui va débarquer dans une école de magie, sauf qu'on le suit pas de la première à la dernière année, on le suit en 7e année, et son rival et némésis de toujours, Baz, a disparu. Baz qui est un vampire assez torturé, issu d'une très grande famille réputée, et grosso merdo il se passe plein de choses. C'est une forme de réécriture Harry Potter LGBT friendly, avec, je trouve, une touche de loufoquerie et de maturité qui ont fait merveille en fait. Je vous le vends hyper mal, mais j'avais adoré le premier tome et du coup j'ai très envie de découvrir la suite parce que Baz et Simon vont partir sur les routes pour un petit road trip histoire de remonter le moral de Simon qui n'est pas du tout au top. Et que demander de plus des personnages que j'adore, de la romance un petit peu caliente, le tout dans un road trip. Je dis ok, c'est estivalement parfait. Alors là, je vais vous parler d'un autre roman de fantasy, mais qui me fait tellement envie, dont je n'ai jamais entendu parler et qui m'a beaucoup intriguée quand je l'ai découvert en librairie. Il s'agit des livres d'Emmett Farmer qui est écrit par Bridget Collins et de mémoire on va suivre le personnage de Emmett qui est un garçon qui va un jour être convoqué pour débuter un apprentissage en tant qu'enlivreur. Une profession qui suscite la crainte, qui suscite beaucoup de négativité de la part de la communauté et pour cause en fait un enlivreur est capable de créer un bouquin qui va emprisonner et contenir les souvenirs dont une personne souhaite se débarrasser. Donc déjà de base, les prémices de cette histoire hument bon, quelque chose qui me met en joie, mais pour ne rien gâcher, un jour en se baladant sur les lieux où il fait son apprentissage, Emmett va tomber sur un bouquin qui porte son nom. Donc comment vous dire que cet élément supplémentaire est un petit peu la cerise sur la pomponnette et que j'ai très hâte, je suis très intriguée par ce roman et j'espère ne pas être déçue parce que mes attentes sont
c'est quand même là-haut quoi. Autre roman dont j'attends énormément, il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, ici dans l'édition du Cherche Midi. C'est un roman extrêmement connu qui a eu droit à une adaptation cinématographique à succès que tout le monde semble adorer. Et rien que le titre me donne faim et rien que le titre m'évoque beaucoup de tendresse et de réconfort, sauf que sincèrement je sais plus exactement de quoi ça parle. Il me semble que c'est des destins croisés, cristallisés autour de ce Whistle Stop Café qui est tenu par des femmes, une femme, je ne sais plus, c'est pas franchement vendeur comme résumé parce que c'est extrêmement nébuleux, mais je crois que c'est juste un récit de trajectoires croisées de personnes un peu fracassées par la vie qui vont trouver refuge dans cet endroit et ma foi, vous me dites l'Alabama, des éclopés de la vie, du réconfort et de la bouffe, encore une fois vous m'avez harponné direct. Beaucoup moins réjouissant et sincèrement c'est un euphémisme. J'ai très envie de lire Bientôt minuit, le roman de Marie Pavlenko publié aux éditions Flammarion. Je crois que c'est son premier roman. Non, je dis des bêtises. J'allais dire que c'était son premier roman adulte, mais c'est pas vrai parce qu'elle avait écrit La mort est une femme comme les autres. Donc oubliez ça, mais en gros, on va suivre Emma et Lucien qui sont deux personnes qui se sont aimées un petit peu en secret à des périodes de leur vie où malheureusement c'était pas possible, où ils pouvaient pas concrétiser leurs sentiments et ils se sont promis de vieillir ensemble le jour où ils perdraient leurs conjoints respectifs. Sauf que quand Lucien perd sa femme, et ben malheureusement il perd aussi la mémoire et il rentre en maison de retraite. Sauf qu'Emma, elle, n'a rien oublié de cette promesse. Donc que faire quand l'autre oublie les engagements, quand l'autre oublie les sentiments? Je crois que ça va être triste, mais que c'est Marie Pavlenko et que du coup je suis très tentée. Et histoire à mon avis de ne pas du tout se réconforter après une lecture pareille, je me suis dit qu'un classique de la littérature américaine par une figure emblématique qui n'est autre que Fitzgerald, j'avais bien envie de me caser la lecture de Beau et Maudit, qui est une réédition qui est sortie chez Paul, enfin en tout cas c'est une nouvelle traduction. Et dans cette histoire, on suit Anthony et Gloria au début du XXe siècle, qui vont se rencontrer à New York, qui vont se marier et qui vont se détruire. Et apparemment c'est un récit sur le couple, ses dérives et à quel point parfois quand on croit avoir trouvé la personne avec qui on veut vivre, ce n'est pas toujours une très bonne idée et j'avais été vraiment attirée parce que je m'attends à une plume très jolie et comment dire, à une vision du mariage et de la relation à deux à ne pas piquer des hannetons et je sais pas, j'avais été emballée par cette phrase qui dit « Fitzgerald explique ainsi leur naufrage. Leur tort n'était pas d'avoir douté, mais d'avoir cru. Ils avaient poussé à l'extrême l'exquise perfection de leur ennui, leur élégante insouciance, leur inépuisable insatisfaction, jusqu'au désastre. Voilà tout. » Un couple qui prend l'eau à la sauce Fitzgerald. je sais pas si c'est ambiance très estivale, mais j'y crois, affaire à suivre. Avec le prochain titre, on va renouer un petit peu avec la légèreté, enfin en tout cas j'espère, mais avec la dimension plus estivale parce que grands espaces, nature, indéniablement, puisque j'ai la ferme intention d'enfin lire Fup, l'oiseau canadèche. C'est un vieux roman écrit par Jim Dodge et qui a été ici illustré par Tom Ogoma. Et ça raconte l'histoire de Titou, qui est un petit garçon qui est en train d'essayer de construire une clôture chez son grand-père Jack, qui visiblement aime beaucoup le whisky et les grands espaces. Et le tableau va être complété par un oiseau qu'ils vont adopter. Et donc c'est simplement l'histoire de ce trio improbable sur fond de nature et de solitude. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vous l'ai hyper mal vendu, mais comme je sais pas exactement de quoi il en retourne, mais que j'avais été séduite par, comment dire, le côté très épuré des illustrations et que je sens que ça va être une expérience de lecture assez unique, donc je me laisse le plaisir de la découverte et ce sera pour mieux vous en parler après, c'est promis. Et parce que qui dit été dit Pays des Contes, pour moi en tout cas, je vais me caler également la lecture de Une histoire de sorcellerie qui est le tome 2 du spin-off du Pays des Contes écrit par Chris Colfer et publié aux éditions Michel Lafon.
Et si vous ne connaissez pas Le Pays des Contes, c'est sa première série qui mettait en scène deux jumeaux, Alex et Connor, qui vont trouver au grenier un livre qui va les faire basculer dans le Pays des Contes, sauf que les personnages n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'ils connaissaient parce qu'une menace plane, et donc du coup ça va être à eux de rapporter un petit peu l'équilibre dans cet univers. Et du coup on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe bien avant, à l'époque où la magie était très mal vue et interdite et bannie, et tout ça on va le vivre aux côtés de Bristol, qui est une jeune fille qui va être rejetée par sa famille justement parce qu'elle développe des pouvoirs. Et c'est beaucoup plus mature, sincèrement c'est beaucoup plus mature et profond que ce que laissent penser les couvertures qui sont très girly. La dernière fois que je l'ai ouvert sur le canapé, mon mari rigolait à gorge déployée quand il a vu la tronche de mon livre en me disant mais tu lis des trucs pour bébé, c'est pas possible. Et certes c'est de la jeunesse, mais à chaque fois je suis époustouflée de voir le talent de Chris Colfer pour injecter plein de messages très actuels et très profonds, et parfois des scènes hyper graves dans un récit qui pourtant fondamentalement reste lumineux et entraînant et hyper bien ficelé. Je trouve que ça se dévore à chaque fois, et comme j'ai lu tout Le Pays des Contes pendant l'été, bah pour moi c'est une saga que j'ai vraiment associée à cette période, et ça va être un régal au bord de la mer. Même s'il y a pléthore de citrouilles sur la 4e de couverture, pour moi c'est estival. Pour rester dans le divertissant, j'ai bien envie de donner une chance à Elisa est féministe, qui est un roman signé par Michel Quatch, j'imagine. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et on va suivre Elisa, qui est une lycéenne très en colère puisqu'elle convoitait la place de rédac chef du journal de son établissement, sauf qu'elle n'a pas été sélectionnée alors qu'elle a toutes les qualifications requises, et qu'à la place ils ont collé Len, qui est un sportif blessé, qui n'a rien à faire au milieu, et donc du coup la jeune femme, se sentant totalement flouée dans son bon droit, va écrire un pamphlet bien senti pour exprimer le fond de sa pensée, et les choses vont s'emballer. Sincèrement, c'est un roman que j'ai reçu un peu sauvagement dans ma boîte aux lettres, j'en ai pas du tout entendu parler, mais étonnamment, ce principe de guéguerre pour la place de rédacteur dans un journal me donne assez envie, et je me dis que ça peut être tout à fait délectable pour cet été. On change encore une fois radicalement d'ambiance avec Le Tribut des Dieux, le premier tome qui s'appelle Octavia. C'est écrit par Bleu Nguilou, publié aux éditions Hachette. C'est un roman que vous avez dû voir circuler un peu partout parce qu'il a été massivement envoyé. Moi je l'ai acheté parce que j'étais tentée par cette histoire de divinités qui choisissent leurs futurs remplaçants, qui vont être envoyés sur une île pour suivre une formation, et de cette jeune femme qui a perdu toute sa famille dans un terrible incendie et qui va vouloir entreprendre des études pour essayer de les ramener, et je n'en sais pas bien plus. Vous voyez, il y a un ticket de caisse dedans parce que je l'avais commencé, et je pense que ça peut être très sympa. En tout cas les prémices étaient assez alléchantes, puis surtout ça se passe littéralement sur une île paradisiaque où il y a des palmiers à foison et de l'eau cristalline. Donc même si tout ce qui est divinité vengeresse, pouvoir, formation, ça peut coller carrément avec le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai bien envie quand même de le défoncer cet été. Autre livre que j'avais inscrit sur ma pile à lire saisonnière, mais pour lequel je nourris quelques doutes quant à la justesse de timing qui me pousse à vouloir le lire, puisque je vous présente Palémère, qui est un roman écrit par Katixia Aguirre, je ne sais pas comment on le prononce, je crois que c'est une autrice espagnole, et qui raconte l'histoire d'une jeune autrice à succès qui vient tout juste d'être maman et qui va apprendre qu'une de ses amies a noyé ses jumeaux. Et là vous vous dites quoi? Et en fait c'est un récit qui va tourner autour de cette femme qui va se passionner, ou en tout cas se prendre de frénésie pour essayer de comprendre et d'investiguer sur ce fait divers sordide. Et donc c'est un livre sur la thématique de l'infanticide. Et je décide de lire ça à 4 mois et demi de grossesse parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez pas chercher, je suis quelqu'un de bizarre. Et pour se remettre de nos émotions, je vous propose de la fantaisie humoristique servie par Audrey Alouette, qui est donc une autrice que j'apprécie tout particulièrement pour la saveur de son écriture, pour son talent
à trouver les petits détails qui font mouche, à rendre tout hilarant et passionnant et très immersif. Et dans les Poisons de Cathars, on va être plongé dans une ville-prison qui est donc chapeautée par une reine qui encourage, voire même participe elle-même au meurtre permanent de la population, ce qui peut paraître absolument terrible, sauf qu'en fait, elle n'a pas trop le choix parce que elle a pour mission de garder la jauge de la population de cette ville sous la barre des 10 000 habitants, sinon ça va être la catastrophe apocalyptique totale, et c'est donc de la fantasy humoristique. Et à l'époque j'avais été assez loin, j'avais déjà lu 156 pages, ça m'avait beaucoup plu et je sais pas pourquoi j'ai abandonné en pleine course alors que je passais un excellent moment. J'avais retrouvé la truculence de la plume d'Audrey Alouette qui me réjouit et me charme à chaque fois, donc je suis impatiente ma foi de m'y remettre et de me payer une bonne tranche de rire dans cette, dans cette ville cauchemardesque où rien ne va mais où moi je vais kiffer. Autre divertissement réjouissant en perspective avec une suite, un volume 2 d'un roman que j'ai lu malheureusement il y a des années, donc j'en ai plus aucun souvenir si ce n'est que j'avais adoré. Et je vous parle de Les Nouvelles Vies de Flora et Max de Martin Page et Colline Pierret, je crois. C'est publié aux éditions de l'École des Loisirs et dans le premier volume on suivait donc Max qui était un garçon enfermé dans sa chambre, qui n'arrivait pas à sortir de chez lui, qui s'est mis à correspondre avec Flora, une jeune fille qui était enfermée dans un établissement carcéral pour mineurs de mémoire, et les deux avaient réussi un petit peu à briser les barrières qui les entouraient grâce à cette correspondance. Et maintenant, Max est sorti de sa chambre, Flora est sortie de cet établissement et ça va simplement être la suite de leur pérégrination, de leur amitié. Et si vous cherchez un très beau roman adolescent tricoté à 4 mains avec de très belles plumes, je ne saurais que trop vous recommander de jeter un œil. Et on arrive enfin au dernier titre de cette interminable pile à lire parce que je travaille, hein, cet été j'ai pris que 15 jours de vacances donc je vais pas pouvoir lire tout ça, c'est clair, mais au moins j'aurai le choix. Et je vous propose qu'on termine ça avec une petite romance MM en anglais qui s'appelle Been Here All Along. C'est écrit par Sandy Hall à qui on doit A Little Something Different qui avait été traduit en français par un petit quelque chose en plus ou de différent, je ne sais plus, qui était une romance toute mignonne autour de deux personnages à l'université qui avait pour particularité d'être écrite du point de vue de tous les objets qui croisent leur route. Donc j'avais été charmée par cette lecture que j'avais fait pendant un Pumpkin Autumn Challenge il y a au moins 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. Et donc là c'est un autre titre de la même autrice qui met en scène Gideon et Kyle qui sont voisins et qui vont visiblement vivre une petite romance. C'est très court et je suis certaine que ça va être mes doudous à souhait pour les longues soirées d'été un peu douces comme ça. Ça va être régal. Bon bah comme vous l'aurez vu, j'ai du pain sur la planche pour les prochains mois à venir et j'espère que cette pile à lire estivale, qui est estivale franchement que dans mon esprit parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas beaucoup de choses qui se passent à la plage ou en vacances, mais j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, que vous aurez peut-être découvert des bouquins dont vous n'aviez jamais entendu parler. Et maintenant que mon job est terminé, et bien j'espère que vous allez faire le vôtre en me laissant les bouquins que vous comptez lire cet été, si vous avez des challenges, des séries dans lesquelles vous voulez absolument vous lancer, si vous avez des lectures obligatoires pour l'école, bref, qu'est-ce que vous avez prévu de lire là juillet, août, allez jusqu'à septembre. Qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour vous divertir jusqu'à la rentrée, jusqu'au retour de l'automne? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire et de papoter bouquins avec vous. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!